Bonjour à toutes et tous. Nous allons voir ensemble au cours de cette présentation les principaux résultats de l'enquête nationale de pharmacovigilance réalisée dans le contexte de cette pandémie Covid. Tout d'abord, je me présente, Aurélie Grandvillemin, je suis pharmacien, praticien hospitalier au Centre régional de pharmacovigilance de Dijon, et je vais faire cette présentation à deux voix avec mes collègues du Centre régional de pharmacovigilance de Nice, car en effet, nous avons été tous deux nommés experts pour cette enquête de pharmacovigilance. Voyons tout d'abord le contexte d'ouverture de cette enquête nationale de pharmacovigilance. Comme vous le savez tous, au début du mois de mars, l'OMS a déclaré l'état de pandémie dans cette nouvelle maladie Covid, avec un virus de propagation rapide. Il n'existait pas, au début de cette pandémie, de médicaments efficaces, validés dans le traitement de cette maladie. Les experts du monde entier ont travaillé pour rechercher des molécules potentielles afin de prendre en charge ces patients. En France, ce sont les experts du Haut Conseil de la santé publique, dont nous avons l'abréviation sur le deuxième carré de la frise que vous voyez juste au-dessus, ont rédigé des rapports proposant des molécules potentielles pour traiter cette maladie. Le premier rapport a été mis en ligne le 5 mars 2020 et le second le 23 mars. Dès le 26 mars, ont été remontés aux centres régionaux de pharmacovigilance par les professionnels de santé sur le terrain 2 cas graves d'atteinte cardiaque avec l'hydroxychloroquine utilisée comme traitement de cette nouvelle maladie Covid. Ces cas ont été immédiatement remontés à l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Et dès le lendemain, l'enquête nationale de pharmacovigilance a été ouverte afin d'assurer une surveillance optimale des médicaments dans ce contexte. Quels sont les objectifs de cette enquête nationale de pharmacovigilance ? Comme dans toute enquête, l'objectif est de détecter des signaux potentiels de sécurité en lien avec l'utilisation des médicaments ou de confirmer un signal déjà existant auparavant. Dans ce contexte Covid, 3 situations sont plus particulièrement surveillées. La première est la surveillance de tous les médicaments utilisés comme traitement de cette maladie Covid. La deuxième situation, c'est la surveillance de tous les autres médicaments utilisés chez ces patients dans le contexte de la prise en charge de cette maladie. Et puis enfin, l'objectif était d'identifier des médicaments qui potentiellement ont pu ou peuvent aggraver cette maladie. D'emblée, la cardiotoxicité a fait l'objet d'un focus compte tenu des données déjà disponibles sur les médicaments utilisés potentiellement dans cette maladie, qui sont l'hydroxychloroquine, le lopinavir-ritonavir plus particulièrement. Et ainsi, cette partie sur la toxicité cardiaque de ces médicaments a été confiée au CRPV de Nice. Et nous, à Dijon, nous sommes chargés des autres étapes de cette enquête. Quelles données sont analysées dans cette enquête de pharmacovigilance ? Enquête toujours en cours. Donc, il s'agit des effets indésirables médicamenteux transmis par les professionnels de santé ou les patients aux centres régionaux de pharmacovigilance, abrégés par CRPV. Donc, ces cas sont documentés, validés par chacun des CRPV et enregistrés dans la base nationale de pharmacovigilance. Ont été également analysés et sont également toujours analysés les déclarations des situations de mésusage sans effet indésirable remontées par les pharmaciens de ville. Nous verrons un peu plus tard un peu le détail de ces situations. Donc, sont remontées par un questionnaire mis en ligne grâce au projet Mésange, initialement projet visant à faire remonter les situations de mésusage au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a été étendu dans ce contexte Covid à toute la France. Ces données sont analysées d'un point de vue clinique et pharmacologique par les experts en charge de cette enquête, donc des CRPV de Nice et de Dijon. Analyse de chaque cas au regard des éléments chronologiques, sémiologiques, et avec un retour au déclarant si nécessaire afin d'obtenir des informations complémentaires, cliniques ou chronologiques, et aussi également apporter des informations ultérieures sur l'évolution de l'effet indésirable à distance de la déclaration. Des bilans sont réalisés de façon régulière. Ils étaient au départ hebdomadaires et espacés depuis le mois de juin en raison de la diminution du nombre de cas remontés et du nombre d'hospitalisations dans ce contexte pandémique. Ces bilans sont discutés au sein d'un comité réunissant des experts de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des experts CRPV. Donc, ces discussions étaient au départ également hebdomadaires avec un espacement depuis le mois de juin. Donc, au sein de ce comité sont discutées les données
que je viens de vous présenter, donc de cette enquête de pharmacovigilance. Sont également discutées les données des essais cliniques réalisés en France avec les médicaments utilisés dans cette maladie, Covid, les données de consommation du médicament, les données européennes, également les données d'autres structures telles que les centres de pharmacodépendance et d'addictovigilance, éventuellement les données des centres antipoison et de toxicovigilance en fonction des situations et des médicaments considérés. Quels sont les résultats de cette enquête en date du 4 août 2020 ? Donc à cette date, 977 cas ont été inclus, dont 71,5% de cas graves. Alors qu'entend-on par cas grave en pharmacovigilance ? Il s'agit d'effets indésirables entraînant l'hospitalisation ou la prolongation d'hospitalisation, la mise en jeu immédiate du pronostic vital, le décès, des malformations congénitales, des séquelles, ou un effet indésirable jugé médicalement significatif par le déclarant ou le pharmacovigilant. Donc, concernant les trois groupes, on va dire, de cette enquête, donc tout d'abord, concernant les médicaments utilisés dans le traitement du Covid, 480 cas ont été colligés au 4 août 2020, avec 71% de cas graves, qui concernaient 65,6% d'hommes, d'âge moyen 62,3 ans, plus ou moins 14,8, comme vous pouvez le voir dans la première partie de la diapositive. En ce qui concerne les médicaments suspectés d'avoir aggravé la maladie Covid, au 4 août, il y avait 105 cas inclus, dont 97% de cas graves, ce qui est logique puisque ces suspicions d'aggravation concernaient des patients présentant une forme particulièrement sévère de Covid, ou dans tous les cas ont été hospitalisés pour la prise en charge du Covid. Les patients étaient à 65,7% des hommes, ce qui est tout à fait comparable au premier groupe. Et l'âge moyen était en revanche plus bas, avec une moyenne à 54,6 ans. Enfin, le dernier groupe, des autres médicaments utilisés chez les patients atteints de Covid. Donc au 4 août, ont été inclus 393 cas, dont 65% graves. La population était représentée à 59,3% d'hommes et d'âge moyen 65 ans. La figure que vous pouvez voir sur cette diapositive montre l'évolution du nombre de cas inclus dans cette enquête en fonction de la date de notification au Centre régional de pharmacovigilance. Donc nous voyons un pic entre les semaines 14 et 18 qui représente la totalité du mois d'avril, avec initialement davantage de cas associés aux médicaments utilisés dans le traitement du Covid, que vous voyez en rouge, et puis plus récemment davantage d'effets indésirables des autres médicaments utilisés chez les patients Covid, que nous voyons en vert, donc la première partie des histogrammes. Donc ce nombre de cas diminue, il est plus ou moins superposable aux hospitalisations pour Covid, qui ont nettement diminué au cours du mois de mai et du mois de juin 2020. Donc nous pouvons voir qu'il y a toujours des cas rapportés. La plupart de ces cas, même la quasi-totalité de ces cas, concernent des effets indésirables survenus au cours des périodes mars, avril, mai. Donc il s'agit des cas de rattrapage, entre guillemets, notifiés donc à distance de la pandémie, ce qui peut tout à fait s'expliquer par la grosse charge de travail des médecins au moment de cette pandémie, et cas qui sont déclarés un petit peu à distance de la survenue des effets indésirables. Sur cette diapositive, nous vous présentons l'origine des déclarants et des déclarations recueillies dans cette enquête. Donc, le premier camembert montre le type de notificateur. Il s'agit donc pour 62,5% de médecins spécialistes et 34% de pharmaciens, et plus spécifiquement de pharmaciens exerçant en établissement de santé, qui sont le plus souvent nos interlocuteurs privilégiés, notamment dans les hôpitaux périphériques. Où exerçaient ces déclarants? Donc nous le voyons à 77% dans des CHU et à peu près 20% dans un autre établissement hospitalier public. Ces résultats sont assez logiques puisque les patients étaient principalement hospitalisés dans les CHU, mais également dans les hôpitaux périphériques publics. Et c'est également dans les CHU que sont présents les CRPV, et donc peuvent être en interaction beaucoup plus directement
avec les médecins spécialistes afin de récupérer les déclarations d'effets indésirables, mais également de répondre aux sollicitations, aux demandes d'avis de ces spécialistes. En ce qui concerne le mode de recueil des cas, nous voyons qu'à près de 50%, ces déclarations nous sont parvenues par mail, à peu près 17% par téléphone et 13% de visites dans les services. Nous voyons également que moins de 3% des déclarations ont été notifiées via le portail de signalement des événements indésirables liés aux soins mis en place par le ministère de la Santé en 2017. Donc la présence physique des pharmacovigilants dans les CHU a également permis, ce qui ne figure pas sur cette diapositive, mais de documenter beaucoup plus facilement les observations, comme nous le verrons dans la présentation du CRPV de Nice. Voici les résultats concernant les médicaments utilisés dans le traitement du Covid. Donc voilà tout d'abord la répartition des médicaments. Donc vous voyez en bleu l'hydroxychloroquine, donc en bleu plein seul, en hachuré serré hydroxychloroquine associée à l'azithromycine et en hachuré un peu plus large avec 8%, hydroxychloroquine avec d'autres médicaments utilisés pour le traitement du Covid. En rouge, les données concernant l'opinavir-ritonavir, donc 31% l'opinavir-ritonavir seul, et puis 9% associé à une autre molécule utilisée pour le traitement du Covid. Donc, ce qui représente 55% des cas contenant de l'hydroxychloroquine, 41% qui comportent l'opinavir-ritonavir. Et puis 6% d'autres médicaments, donc non associés à l'hydroxychloroquine ou au lopinavir-ritonavir, qui étaient donc pour 3 cas la chloroquine, 3 cas le tocilizumab, 9 cas le remdesivir, 9 cas l'azithromycine seule, utilisée dans l'indication Covid et pas pour une surinfection pulmonaire. Et puis de façon plus anecdotique, un cas avec le siralumab, l'éculizumab, l'association darunavir-ritonavir, la dexaméthasone et le zinc. Donc rentrons dans le détail. Donc tout d'abord des cas imputés à l'hydroxychloroquine, seul ou en association, donc ce qui totalise 263 cas, donc toujours en date du 4 août 2020. Donc à 65% des cas, la grande majorité étaient des atteintes cardiaques, puis les atteintes hépatiques dans 12% des cas, digestives dans 9% des cas, cutanées dans 7% des cas, hématologiques dans 3% des cas. Donc sur ces 263 cas associés à l'hydroxychloroquine, 82% étaient graves. Nous dénombrons parmi ces cas 7 évolutions fatales qui sont tous des cas d'atteinte cardiaque. Donc globalement, ces effets indésirables sont attendus, c'est-à-dire listés dans le résumé des caractéristiques du produit de Plaquenil, donc le nom de spécialité de l'hydroxychloroquine. Toutefois, la fréquence et la sévérité de certains de ces effets, et plus particulièrement les effets indésirables cardiaques, sont inattendus au vu des données déjà disponibles avec cette molécule. Les données concernant l'association lopinavir-ritonavir, donc qui regroupe 197 cas, montrent 60% de cas évalués comme graves avec 3 évolutions fatales, mais pour lesquelles une autre cause ou d'autres médicaments étaient davantage suspectés. Donc les principaux effets indésirables sont d'ordre hépatique dans près de la moitié des cas, donc en rouge sur le camembert, 20% d'atteinte digestive en vert, 11% d'atteinte rénale, 13%, j'ai oublié donc les atteintes cardiaques, et 6% d'atteinte endocrinologique de type hypertriglycéridémie. Donc là aussi, ces effets indésirables sont attendus, décrits dans le résumé des caractéristiques du produit, mais une fréquence et une sévérité inattendues, notamment pour les effets indésirables cardiaques, mais également rénaux. Donc le diagnostic est parfois difficile dans ce contexte de maladie Covid, puisque ce virus peut lui-même entraîner des atteintes de différents organes, et notamment rénaux, et l'imputabilité des médicaments est parfois difficile à établir. Par ailleurs, dans de nombreuses observations, d'autres médicaments possédant également des effets indésirables sur le rein ou le foie étaient associés et rendent l'imputabilité propre d'une seule molécule difficile à établir. Toutefois, dans beaucoup de cas, la chronologie est évocatrice du rôle de ce médicament. Qu'en est-il des autres médicaments utilisés dans le traitement du Covid? Donc tout d'abord avec le remdesivir,
Nous avons donc 9 cas d'effets indésirables rapportés, avec 4 cas d'atteinte rénale, signal déjà connu avec le remdesivir et particulièrement suivi actuellement à la fois dans les essais cliniques et dans les autorisations temporaires d'utilisation de ce médicament. Avec le tocilizumab, 14 cas, une majorité en association avec hydroxychloroquine ou lopinavir-ritonavir, mais parmi ces cas, notez 4 cas d'atteinte hépatique. Il s'agit d'un effet indésirable connu pour lequel l'ANSM a déjà communiqué sur ce médicament, donc ce sont des effets que nous suivons tout particulièrement. Avec la chloroquine, 3 cas, les 3 étaient des atteintes cardiaques. Avec l'azithromycine seule, utilisée en dehors de toute prise en charge d'une maladie bactérienne pulmonaire, 9 cas d'effets indésirables ont été rapportés, dont 6 d'atteinte cardiaque. Et enfin, avec le zinc, une seule observation, mais une atteinte cutanée grave, donc qui souligne que même avec un médicament que l'on peut juger anodin, il peut survenir des effets indésirables potentiellement graves. Donc, je vais laisser la parole maintenant à nos collègues du CRPV de Nice afin qu'ils vous présentent leur partie d'enquête concernant plus particulièrement les effets indésirables cardiaques de ces médicaments. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Rocher, je travaille au Centre régional de pharmacovigilance de Nice et je vais vous présenter le suivi national de pharmacovigilance des effets indésirables cardiaques des médicaments du Covid-19 qui a été réalisé par mon équipe du CRPV de Nice, composée notamment de Audrey Fraisse, Alexandre Gérard, Serena Romani et sous la direction du professeur Milou Daniel Drissi. Comment s'est passée l'évaluation des effets indésirables cardiaques des traitements du Covid-19 en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Cette dernière effectue de façon quotidienne une extraction de la totalité des observations d'effets indésirables en lien avec un traitement du Covid-19 et transmet au CRPV de Nice les cas qui concernent les effets indésirables cardiaques. Mon équipe est chargée de la relecture de l'ensemble des cas concernant une toxicité cardiaque, récupère les électrocardiogrammes des patients concernés, évalue les électrocardiogrammes disponibles et en fonction des cas et des électrocardiogrammes réévalués, classifie les différents cas de toxicité cardiaque suivant le type de toxicité, à savoir d'un côté les arrêts cardiaques et morts subites, les troubles du rythme et de la conduction, les allongements du QT et les toxicités cardiaques autres. Voici donc les principaux résultats que nous avons au 15 août 2020, sachant qu'en septembre, les chiffres sont quasiment identiques puisque nous n'avons presque pas de nouveaux cas depuis. Au 15 août 2020, pour un suivi national qui a démarré mi-mars 2020, nous avons un total de 202 observations d'effets indésirables cardiaques, rapportées en majorité chez des hommes par rapport aux femmes, avec un âge moyen de 65 ans. Vous pouvez constater qu'une grande majorité des cas est rapportée lors d'une exposition à l'hydroxychloroquine, plus ou moins associé à l'azithromycine, et que de façon plus anecdotique, le lopinavir boosté par le ritonavir et la chloroquine sont concernés. Les effets indésirables ont été principalement des troubles de la repolarisation, donc pour grande majorité un allongement de l'intervalle QT dans plus de la moitié des cas, suivi de troubles du rythme et de la conduction. Nous avons eu quelques cas de mort soudaine et inexpliquée et d'arrêt cardiaque et très peu d'effets cardiaques autres. Comme vous pouvez le constater, la plupart des effets indésirables cardiaques ont été rapportés sur la période mars-avril et on voit un affaissement des notifications d'effets indésirables cardiaques à compter du mois de mai et l'incidence des notifications pour effets indésirables cardiaques, bien évidemment, stagne depuis le mois de mai, reflet bien évidemment de la pandémie du Covid-19. La nature des effets indésirables cardiaques qui sont rapportés, parmi les effets les plus pertinents, les plus intéressants, nous avons 10 cas d'arrêt cardiaque ou de mort subite qui se déclinent en 5 décès, 4 par mort subite et 1 cas d'arrêt cardiaque non récupéré, 5 autres cas d'arrêt cardiaque récupéré. 132 cas d'allongement de l'intervalle QT
QT, dont plus de la moitié comporte des critères de gravité, puisque le QT était allongé à plus de 500 millisecondes ou la variation de l'intervalle QT était supérieure à 60 millisecondes par rapport au QT calculé à la baseline. Dans un certain nombre de cas, les allongements de l'intervalle QT étaient associés à d'autres effets indésirables cardiaques, ce qui fait que nous avons 29 cas supplémentaires qu'il faut ajouter aux 132 cas pour lesquels nous avons un QTC qui sont allongés. Les autres effets indésirables cardiaques rapportés étaient principalement des bradycardies, des tachycardies supraventriculaires, des effets indésirables cardiaques variés et quelques très rares cas d'insuffisance cardiaque dans des contextes multifactoriels pour lesquels l'imputabilité du traitement reste douteuse. Enfin, nous avons à noter 6 cas d'automédication qui nous ont été rapportés en tout début de traitement, donc sur la période mars, début avril, 6 cas d'automédication chez des patients qui s'étaient auto-exposés à l'hydroxychloroquine, plus ou moins associée à l'azithromycine. Et parmi ces cas-là, nous avons eu un arrêt cardiaque récupéré chez un jeune homme, 3 troubles du rythme ventriculaire et un allongement grave de l'intervalle QT supérieur à 500 millisecondes. Pour conclure, donc, concernant ce suivi national de la toxicité cardiaque des traitements utilisés dans le Covid et plus particulièrement l'hydroxychloroquine plus ou moins associée à l'azithromycine et de notre part le lopinavir boosté au ritonavir. L'efficacité, comme vous avez pu le constater dans les données de la littérature scientifique récente, l'efficacité n'est toujours pas formellement démontrée à ce jour de façon robuste. Nous pouvons vous affirmer que la toxicité cardiaque est bien réelle puisqu'on a donc l'ensemble de ces cas qui sont rapportés. Je vous laisse en conclure concernant l'évaluation du bénéfice-risque et je vous remercie pour votre attention. Merci Fanny. Donc nous continuons sur les autres parties de cette enquête. Donc tout d'abord sur les autres médicaments utilisés chez les patients atteints de Covid ou suspectés de l'être. Donc à ce jour, les principaux effets indésirables rapportés sont consécutifs à l'administration des anti-infectieux chez ces patients dans les contextes de prise en charge, avec des effets indésirables attendus et connus, le plus souvent cutanés, hématologiques, éventuellement neurologiques. À ce jour, il n'y a pas de signal validé concernant ces médicaments administrés aux patients dans le contexte Covid. L'enquête, comme nous l'avons déjà dit, se poursuit et une surveillance attentive continue d'être portée à cette prise en charge. Passons maintenant à la troisième partie de cette enquête, et l'identification de médicaments susceptibles d'avoir aggravé la maladie Covid. Donc toujours au 4 août 2020, 105 cas ont été recensés. 47 d'entre eux identifiaient un anti-inflammatoire non stéroïdien. Dans 32 cas étaient retrouvés des corticoïdes. Et dans 38 cas, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, concernaient d'autres immunosuppresseurs. Donc, ces immunosuppresseurs étaient utilisés dans différentes maladies, maladies auto-immunes, maladies cancéreuses ou transplantation d'organes principalement. Dans cet autre cas, il s'agissait d'autres médicaments, d'autres classes pharmacothérapeutiques. En ce qui concerne les anti-inflammatoires non stéroïdiens, une expertise spécifique a été réalisée par les CRPV de Tours et de Marseille et a été mise en ligne sur le site de l'ANSM, donc que vous pouvez retrouver. Et les conclusions de ce rapport sont, au vu des éléments analysés, qu'il est nécessaire de maintenir la recommandation de ne pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pour les symptômes précoces suspects de Covid. En revanche, les traitements chroniques pour une autre indication, notamment rhumatismale, peuvent être poursuivis. Et pour terminer, qu'en est-il des situations de mésusage remontées par les pharmaciens d'officine de ville ? Donc déjà, qu'entend-on par mésusage ? Un mésusage est une utilisation intentionnelle, mais non conforme à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ou aux recommandations de bonnes pratiques concernant ce médicament. Cet usage est intentionnel dans un but médical, mais inapproprié au vu des données disponibles en termes de balance bénéfice-risque. Donc ces déclarations concernaient principalement l'hydroxychloroquine, plus ou moins associée à l'azithromycine, la chloroquine, l'ivermectine, le zinc, plus ou moins associé à la vitamine C, l'azithromycine seule, indépendamment de toute infection respiratoire,
Les substituts nicotiniques ont également été plus rarement signalés, et puis l'argent colloïdal, soit dans des médicaments, des compléments alimentaires ou des produits cosmétiques. Donc ces déclarations concernaient des prescriptions que les pharmaciens avaient vues, prescriptions de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, parfois pour eux-mêmes. Voilà, donc sans effets indésirables consécutifs, puisqu'il s'agissait juste de situations de prescription constatées par des pharmaciens d'officine, donc des déclarations qui sont remontées dans différentes régions de France. Pour terminer, quel bilan pouvons-nous tirer des données de cette enquête de pharmacovigilance en date du 4 août 2020 ? Déjà, cette enquête se poursuit, donc ces données sont valables à un instant T, bien entendu. Par ailleurs, le principal signal de sécurité de cette enquête, à ce jour, est le même que dès le début de l'enquête, et qui a d'ailleurs mené principalement à l'ouverture de cette enquête. Il s'agit des effets indésirables cardiovasculaires observés avec l'hydroxychloroquine, plus ou moins associés avec l'azithromycine, mais également avec le lopinavir-ritonavir. Concernant ce dernier médicament, les deux autres effets indésirables plus particulièrement ciblés sont les effets indésirables sur le rein et sur le foie. Concernant le tocilizumab, nous surveillons étroitement les effets indésirables hépatiques. Avec le remdesivir, nous surveillons également de façon très étroite les effets indésirables sur le rein. Enfin, avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les données actuelles suggèrent qu'il convient d'éviter fortement la prise de ces médicaments en cas de symptômes qui peuvent évoquer les premiers signes de la maladie Covid. Je vous remercie de votre attention en espérant que cette présentation vous aura intéressé. Je remercie beaucoup les organisateurs de ce congrès pour nous avoir donné l'occasion de présenter ces données. Je vous souhaite un bon congrès, une bonne journée. Merci à tous.